Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'ADEME Île-de-France et l'association Respire en guise de conclusion du projet financé par l'ADEME concernant la mise en place de rues scolaires. Et je vais sans plus tarder laisser le mot d'introduction à Tony Renucci. Merci Mathias, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés et merci Isabelle et Mathias d'avoir organisé ce webinaire. Ce que je voudrais dire, c'est que juste déjà ce projet, on est monté dessus parce que c'était un sujet qu'on suivait déjà de longue date avec Respire, avec les cartes des écoles polluées, notamment en Île-de-France et notamment à Paris. Donc la première carte en 2019, la deuxième carte en 2022. Ces cartes où on peut voir les niveaux de pollution aux abords des écoles directement en ligne, que vous avez sûrement déjà vu. Et c'était d'autant plus intéressant que sur ces cartes, on constatait notamment que les plus forts niveaux de pollution se trouvaient sans surprise aux abords des axes routiers, notamment des gros axes routiers. Il y avait notamment ce sujet aussi périphérique avec Paris, mais pas que. Et parmi les préconisations qu'on donnait à ce moment-là, il y avait notamment les rues aux écoles. Et il y avait eu toute une campagne de Respire par rapport à la campagne municipale de 2020 pour pousser vraiment les candidats et notamment la ville de Paris à s'engager là-dessus, avec notamment l'engagement de 300 rues écoles qui a suivi après, mais qui, je pense, a aussi inspiré d'autres villes et d'autres territoires. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'on a voulu travailler encore plus sur ce thème de l'école et des rues d'école. Mais aussi parce qu'il y a quand même des questions derrière de santé publique. Il y a notamment l'étude AFECOM que vous connaissez peut-être qui montre qu'on a 30% de risque accru de cas d'asthme chez les enfants qui habitent à proximité de routes à fort trafic, donc notamment quand ils sont à moins de 500 mètres. Et puis aussi parce que le trafic routier en Île-de-France, dans le dernier inventaire 2023 d'Air Paris, c'est quand même 47% des émissions d'oxyde d'azote, 16% des émissions de particules fines. Et il faut préciser que les niveaux élevés de particules fines, on les retrouve quand même à proximité des axes routiers aussi. Donc c'était du coup naturellement qu'on a travaillé en continuité de ces publications sur le sujet des rues aux écoles et avec le financement de l'ADEME sur le projet qui vous est présenté aujourd'hui. Voilà. Merci Tony. Donc, je me présente brièvement. Donc, je suis Mathias Bofis-Marquet, référent qualité de l'air et mobilité active. Et je rappelle voilà, que ce projet en fait, a été déposé par Respire et accompagné par l'ADEME dans le cadre des feuilles de route qualité de l'air, donc, qui visaient donc à sortir, à aider à développer des actions qui nous permettraient de sortir du contentieux vis-à-vis du Conseil d'État et du non-respect de la réglementation de l'Union européenne, donc de l'ancienne directive. Slide suivante. Peut-être un petit mot de contexte pour rappeler en fait que voilà, les rues aux écoles sont un outil, mais j'aimerais parler de deux choses. En fait, c'est que ouais, on a un enjeu en fait global de rééquilibrage des modes et de la remise à sa place, à sa juste place de la voiture et des modes motorisés. Et on a en fait un croisement entre l'enjeu de sécurité et l'enjeu de qualité de l'air. Il y a quelques chiffres que j'ai rappelés à droite en fait qui montrent que en 20 ans, à la fois les véhicules qui circulent sont plus larges, donc plus dangereux, plus lourds, donc plus émetteurs en particules par le poids que ça crée, donc l'abrasion, mais également les particules issues de l'échappement. Et donc, la rue aux écoles est c'est à la fois un outil pour sécuriser les abords des écoles et améliorer la qualité de l'air en déviant le trafic motorisé du passage où les enfants circulent. On a face à nous en fait un outil qui est à la fois un outil de sensibilisation et de changement des pratiques.
C'est un outil de sensibilisation parce que on va permettre avec quelque chose qui est qui est concret en fait et visible par les parents d'élèves, de les amener à voir l'impact du trafic motorisé sur visuellement et donc on peut leur présenter les impacts qualité de l'air de ce trafic-là. Et un outil de changement des pratiques, puisque en fermant les rues à proximité des écoles, on va apaiser la circulation. Donc, les personnes qui étaient déposées en voiture vont pouvoir venir en mode actif. Et les personnes qui jugeaient trop dangereux de venir à l'école à pied, à vélo et par les autres modes actifs vont pouvoir se déplacer, enfin venir à pied et à vélo. Et donc, on a une diminution des, des, euh, des émissions du trafic direct et indirect. Cet outil-là, donc, il s'inscrit dans un outil global d'apaisement de la circulation et qu'on peut ranger dans le plan de circulation qui vise en fait à quadriller les rues d'une ville pour, comme on le voit sur le petit schéma en bas à droite, euh, réserver les grands axes au trafic motorisé, trafic de transit, donc qui passe, qui ne fait que traverser, et créer des poches de tranquillité, d'apaisement, où là, le trafic va être cassé à la fois en agissant sur la vitesse, en agissant sur le sens de circulation, en supprimant le stationnement, en mettant des chicanes, etc. Tout ça sera rappelé par ailleurs. Et toutes ces poches de tranquillité sont réservées aux modes actifs et à la desserte locale, donc là où les riverains ont besoin de se déplacer. Euh, et, euh, et donc, le projet qui va vous être présenté juste après a débouché sur un guide très pratique pour pouvoir donner les clés à la fois aux parents d'élèves qui souhaiteraient mettre en place ce genre de mesures, mais également les collectivités qui ont la main pour réguler le trafic motorisé aux abords des écoles. Donc, donner des solutions techniques qui ont été testées en Île-de-France, d'abord sur la ville de Paris. Et donc, l'enjeu de l'ADEME de financer ce projet-là, c'était d'avoir quelque chose qui était réplicable. Et donc, je vais sans plus tarder voilà, passer la parole à Isabelle qui va pouvoir vous faire une présentation succincte des éléments techniques du guide. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis quelques liens vers la campagne qu'avait mise en place la Rue de l'Avenir, l'association Rue de l'Avenir, avec 10 mesures d'apaisement global, et le guide de l'ADEME pour remettre les piétons au cœur du projet urbain. Hop, désolée, j'enlève pour pouvoir remettre mon micro. Vous m'entendez bien, Mathias, tu m'entends? Parfaitement. Ok, donc je remets le diaporama. Et donc, je vais pouvoir vous présenter le fameux guide. Donc, moi, c'est Isabelle Imhoff. Je travaille au sein de Respire depuis 3 ans, donc sur le fameux projet dont Mathias a parlé jusqu'ici, qui consistait à travailler sur les rues scolaires à Paris, en Île-de-France, avec des parents d'élèves et des élus. Et donc qui a abouti à la co-rédaction, pardon, pas à la rédaction de ce guide que j'ai co-rédigé. Donc ce guide Rues scolaires et leurs alternatives, qui synthétise tout ce qu'on a appris ces 3 dernières années. Donc déjà, pour être bien clair dès le début, nous, en tant qu'association qui travaillons sur la qualité de l'air, on se soucie beaucoup des écoles qui sont les plus polluées, et qui sont situées généralement sur des axes structurants qu'il est difficile, voire impossible de piétonniser,
Et donc, dès le départ, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour ces écoles-là. Par comparaison, par exemple, avec des écoles qui sont vraiment dans des quartiers et qu'il est facile, en tout cas à Paris, de piétoniser et d'apaiser. Donc on a voulu rédiger ce guide à la fois pour explorer les différentes solutions de rue scolaire qui existent, et puis pour réfléchir aux alternatives pour les autres écoles. Donc il s'agit vraiment d'un guide succinct de vulgarisation qui propose des solutions d'urbanisme et comme l'a dit Mathias, qui est adressé en premier lieu à des citoyens, citoyennes qui aimeraient réclamer des mesures pour leurs écoles. Et puis bien sûr aux élus qui s'y intéressent. Donc pour démarrer la présentation, donc on a voulu démarrer le guide par 2 outils très pratiques pour permettre en fait au lecteur d'analyser sa propre rue et d'aboutir à une solution en particulier. Donc le premier outil à gauche, il s'agit de l'arbre de décision. En fait, il faut répondre à une série de questions qui, en fonction des réponses, va mener à un scénario de rue scolaire. Donc en fonction des caractéristiques d'une rue spécifique. Et donc ces scénarios, on en a identifié 4. Ce sont donc les rues scolaires qui sont fermées de manière pérenne, les rues scolaires qui sont fermées de manière temporaire, les rues scolaires qui sont ouvertes et les rues scolaires qui sont mises en impasse. Et puis donc sur la droite, vous avez un deuxième outil qui permet d'aller plus dans le détail et qui, tout en haut à droite, qui reprend les différents scénarios de rue scolaire et qui permet d'en décomposer les aménagements. Donc de montrer tous les aménagements qui sont utilisés dans ces scénarios de rue. Et puis cet outil sert aussi à montrer donc les aménagements un par un et qu'on peut avoir différentes combinaisons de ces aménagements qui vont permettre d'avoir des alternatives aux rues scolaires, aux scénarios qui sont en haut à droite. Et puis donc il y a une notion de progressivité aussi. On a essayé d'aller du plus simple, du moins ambitieux en haut, au plus ambitieux et plus difficile à mettre en place et plus efficace en bas en orange. Donc dans la suite du guide, on expose les différents scénarios et puis les alternatives. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc là, le premier scénario, donc comme je disais, ce sont les rues fermées de manière pérenne. Donc on en a disons, défini deux différents types. Donc les rues fermées pérennes, ce sont les rues scolaires qui sont fermées à la circulation toute l'année, toute la journée, à la différence des rues scolaires temporaires qui le sont seulement le matin ou le soir. Et donc on s'est inspiré beaucoup de l'exemple parisien. On en a 2 types à Paris, que sont les rues scolaires qu'on a qualifiées de peu aménagées, qui correspondent en fait à une phase de test. On pourrait dire d'urbanisme tactique, où la rue est fermée mais peu aménagée pendant un certain temps. Et ensuite, dans un second temps, on a ces mêmes rues scolaires qui sont transformées, qui sont complètement réaménagées, et qui donc correspondent à une deuxième phase. Et avant de vous les montrer plus en détail, je voulais insister sur le fait que ces rues, finalement, même s'il y en a beaucoup à Paris, leur application est très restreinte. On peut seulement en faire dans les rues qui ne possèdent pas de passage de bus, d'entrée de parking privé ou public, et de commerces ou services qui nécessitent absolument un accès motorisé, donc par exemple un hôpital, un cabinet de médecine, un commissariat. Et puis autre chose qui me paraît important à dire, c'est que ces 2 types de rues restent ouvertes aux services d'urgence, par exemple les pompiers, et il peut y avoir des ouvertures exceptionnelles à des riverains en cas d'emménagement, déménagement ou de grand-mère qui doit aller à l'hôpital, parce que ça c'est souvent une crainte qui est mise en avant par les habitants. Donc là, je vous montre le premier type de rue dont je vous ai parlé, qui sont les rues scolaires peu aménagées. Donc dans le reste des slides, vous verrez, donc il y a des encadrés en rose qui mentionnent les aménagements qu'on qualifie d'obligatoires. Donc ça, c'est le point de vue de Respire, c'est pas quelque chose de juridiquement défini, par exemple. Et en jaune, on a les aménagements qu'on recommande. Donc là, pour ce type de rue scolaire-là, les aménagements obligatoires, donc ce sont des obstacles fixes de préférence, comme les barrières que vous avez en haut, qui sont amovibles mais fixées au sol. Il y a la signalétique
réglementaire, donc ici qui correspond à l'aire piétonne. Et il y a le fait de supprimer les marquages relatifs aux voitures, donc par exemple les lignes de stop, qui n'ont plus d'utilité et qui enverraient un mauvais message dans ces rues. Et quelque chose d'important, c'est également de supprimer le stationnement pour éviter qu'il y ait des automobilistes qui essayent de rentrer dans ces rues. Et en termes de recommandations, on recommande donc des aménagements tactiques qui finalement se font assez peu à Paris, mais beaucoup ailleurs. Donc par exemple, des marquages ludiques au sol, des pots, des plantes en pot ou du mobilier comme à Barcelone en haut à droite. Donc ça, c'est le deuxième type de rues scolaires dont je vous parlais, qui sont les rues scolaires qui ont été complètement réaménagées. Donc je vous passe les aménagements dont j'ai déjà parlé. Je vais parler seulement de ce qui me paraît le plus important. Donc ici, c'est le fait que c'est, comme vous le voyez en bas à droite, c'est la chaussée dans ces rues a disparu. Elle a été remise à niveau avec le trottoir. Donc on a un espèce de grand plateau piétonnier qui est tout à fait distinct des autres rues où circulent les voitures et qui va vraiment permettre de bien comprendre l'aménagement. Donc là, ici, le matériau de base n'a plus la même couleur. Et puis, ça peut être d'autres matériaux tels que les dalles, les pavés, pour bien marquer la différence. Donc, on a aussi du mobilier pérenne dans ces rues, avec donc des fontaines, par exemple, des arceaux, des bancs. Et puis, on a de la végétation. Il y a eu de la végétalisation de la rue via des plantations au sol pour pouvoir notamment contribuer au rafraîchissement de la ville. Et ici, donc, je vous ai mis un exemple avant-après pour que vous compreniez bien l'évolution qu'il y a entre ces rues peu aménagées en tant que première phase et la rue complètement réaménagée en deuxième phase, donc à droite, où on voit bien ce plateau piéton dont je vous parlais. Bon, par contre, ici, on n'a pas de végétalisation. Donc, le deuxième scénario de rue scolaire dont on parle dans le guide, la deuxième partie, elle concerne donc les rues scolaires qu'on a qualifiées d'hybrides, à savoir donc, les rues scolaires temporaires, les rues scolaires mises en impasse et les rues qui sont ouvertes à la circulation. Donc, à noter que donc, ces solutions, elles concernent vraiment, ces types de rues scolaires, on peut les appliquer de manière moins restreinte que les rues scolaires dont je parlais précédemment. On peut les utiliser pour des rues scolaires, qu'il n'est pas possible de piétoniser complètement. Par exemple, parce qu'elles possèdent quelques entrées de parking ou parce qu'elles possèdent des commerces et des services. Mais ce sont des rues dont on peut supprimer le fameux trafic de transit dont parlait Mathias, c'est-à-dire tout le trafic qui n'a pas de destination dans cette rue. Et puis donc un point d'attention avec toutes ces solutions-là, c'est le fait d'aménager au maximum ces rues pour bien signaler qu'elles sont réservées en priorité aux piétons et aux mobilités actives plutôt qu'aux voitures. Donc pour commencer, les rues scolaires temporaires, je pense que vous les connaissez parce qu'il s'agit donc du modèle le plus répandu en France et en Europe. Donc ce sont des rues qui sont fermées à la circulation, mais seulement le matin et le soir. Donc il y en a beaucoup dans des petites et moyennes villes en France. Donc évidemment, c'est moins efficace que les rues scolaires pérennes sur le plan, par exemple, de la pollution de l'air. Mais c'est, comme disait Mathias, un bon outil de sensibilisation et malheureusement souvent fragile à pérenniser parce que ça nécessite des moyens humains. Donc, deux points importants qu'on a relevés, c'est le fait vraiment de gérer les barrières, le système de barrières qui sont pas des barrières fixes comme vous voyez en haut à gauche. Donc certaines villes le font faire par la police, d'autres par d'agents de l'école, et d'autres encore passent par des bénévoles, mais ça c'est plus compliqué à tenir. Et il faut également déterminer le droit de passage, s'il y a un droit de passage ou non exceptionnel pendant les horaires de fermeture. Donc ce qui nous paraissait important comme aménagement, c'est la signalétique explicative pour faire en sorte que le dispositif soit compris et respecté des gens. Et puis, en haut à droite, j'ai mis un exemple d'une rue scolaire qui, en plus d'être une rue scolaire fermée temporairement, a bénéficié d'aménagements. Donc ici, l'agrandissement du trottoir et du parvis devant l'école, qui permet donc de favoriser les mobilités actives et l'attente des piétons
et ça va au-delà des seuls horaires de fermeture et d'entrée scolaire, et donc ça me paraissait être une solution intéressante. On a ensuite mis dans le guide les rues scolaires mises en impasse. Donc soit ce sont des rues scolaires piétonnes qui ont une partie qui est mise en impasse, soit ce sont carrément des mises en impasse. Dans ces rues, en fait, une seule barrière correctement placée permet de couper le fameux trafic de transit, et donc de créer une partie piétonne où seuls des riverains, des automobilistes riverains ont la nécessité de passer. Donc le reste de la circulation ne passe pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à passer. Donc là, en termes d'aménagement, ce qui me semble important en bas à gauche, on le voit bien, c'est le fait d'avoir suffisamment d'espace pour que les riverains puissent entrer et sortir, éventuellement se croiser dans la rue. Et puis, en haut à droite, vous avez une partie, donc la partie circulée, où il y a encore des voitures qui passent de la rue piétonne. Et donc là, il est important de l'aménager de manière différenciée de la véritable partie piétonne, donc, qui se trouve sur la gauche ici. Parce que pour envoyer le signal à la fois aux automobilistes et aux enfants qu'il y a des automobilistes et des enfants, et donc il faut faire attention. Et enfin, donc on a les rues ouvertes à la circulation. Donc ce sont bien des rues scolaires, il y en a beaucoup à Paris, qui n'ont pas forcément donc de barrières, qui n'ont pas de barrière à l'entrée, et en fait qui fonctionnent notamment parce que le plan de circulation a été modifié. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Donc ces rues-là, il existe 2 réglementations possibles. Soit ce sont des aires piétonnes donc qui sont réservées à la desserte locale uniquement, soit ce sont des zones de rencontre ouvertes à tous les automobilistes, mais limitées à 20 km/h. Et donc, dans les 2 cas, vous le constatez, les piétons peuvent marcher sur la route. Et donc, en termes d'aménagement, voilà, encore une fois, on recommande d'être le plus ambitieux que possible et pas seulement mettre 2 panneaux en entrée de rue, comme c'est le cas, par exemple, sur l'image en haut à droite. Et donc, deux cas de figure intéressants. Ça va être donc celui de la rue de Moscou en bas, où on voit qu'il y a effectivement encore la mise à niveau de la chaussée du trottoir, qui donne vraiment une impression de rue piétonne. Et puis, sur la photo en bas à gauche, vous avez un trottoir traversant, donc c'est le trottoir qui traverse la route et non l'inverse. Donc ça donne bien un signal que c'est le piéton qui est prioritaire. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de créer une discontinuité de la route en entrée de rue pour envoyer un signal aux automobilistes. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'une rue scolaire ouverte qui me paraissait intéressante. Donc en haut à gauche, vous avez la rue ancienne version d'il y a quelques années, et donc sur les autres photos, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc on constate bien en les observant que la chaussée a été remise à niveau, que le trottoir de l'école a été agrandi en conservant les barrières, parce qu'il y a encore quelques voitures qui peuvent passer. Donc il faut garder cet aspect sécuritaire, avec des jeux au sol qui ont été ajoutés. Et puis on voit bien sur la photo en bas la discontinuité entre le boulevard qui est encore très utilisé, et donc cette rue qui est maintenant très peu utilisée par des voitures. Donc je vais vous présenter maintenant les alternatives qu'on a identifiées. Liste non exhaustive, j'imagine qu'on peut en trouver d'autres. Donc on les a regroupées en 5 grandes catégories, et donc les 3 premières, avant de commencer, je voulais insister sur le fait qu'elles nous paraissent complémentaires les unes des autres, et qu'on peut les mettre en place graduellement pour être de plus en plus ambitieux. Voilà, il s'agit de réduire les vitesses, de sécuriser et guider les piétons, et enfin de reprendre les espaces dévolus à la voiture petit à petit avant de les transformer. Donc l'application de ces solutions-là, elle est très large. On peut, vu que ça ne consiste pas à fermer la circulation, mais à la limiter, on peut les utiliser partout, mais on recommande, voilà, de d'abord commencer à se poser la question d'une piétonisation, par exemple, et si c'est pas possible, de réfléchir à des alternatives. Donc la première alternative, c'est le fait de réduire la vitesse en adaptant donc la chaussée. Pardon, je me suis trompée de slide, elle est là. Donc c'est assez basique, mais on sait que quand c'est bien fait, ça permet de diminuer la pollution de l'air et les accidents de la route. Ça peut être des zones de rencontre ou des zones 30.
Et là encore, on préconise de mettre en place plusieurs aménagements cohérents entre eux et pas seulement un panneau 30 en entrée de rue ou en entrée de zone. Donc, en termes d'aménagement, par exemple, ça peut passer par un traitement qualitatif en entrée de rue, euh, avec par exemple un rétrécissement de chaussée, des bandes pavées, une surélévation. Et puis, on peut recourir à des obstacles physiques importants, plus importants par exemple qu'un coussin berlinois ou un passage surélevé. Donc, par exemple, des écluses, une écluse en bas à gauche ou une chicane dans la photo au milieu en bas, qui vont vraiment rétrécir la route et forcer l'automobiliste à ralentir. Et en plus, ça a l'avantage qu'on peut s'en servir pour agrandir le trottoir ou végétaliser, par exemple. Donc la seconde alternative, c'est le fait de sécuriser et de guider les parcours des piétons. Sécuriser le trajet, c'est la première des choses à faire pour donner à la fois confiance et envie aux parents et aux enfants d'aller à l'école à pied. Donc ça peut passer par tout d'abord l'adaptation des passages piétons, qui me paraissent être des endroits un peu stratégiques sur lesquels agir en premier. Et donc pour ça, vous avez un levier plutôt efficace puisqu'il est inscrit dans la loi LOM et il rend obligatoire le fait de supprimer les places de parking avant les passages piétons d'ici 2027. Et donc il permet d'avoir plus de visibilité et pourquoi pas de mettre des arceaux vélos ou d'autres mobiliers. Et puis il y a de nombreux autres aménagements, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur les passages piétons. Par exemple, mettre un îlot piéton au milieu d'un long passage piéton. Jouer sur les temps de feu ou mettre un sas vélo avant un passage piéton pour que les voitures qui attendent au feu n'empiètent pas dessus. Et puis une deuxième slide sur les trottoirs qui méritent aussi un traitement particulier pour donner envie en fait de marcher. Donc notamment, on peut guider les piétons. Donc c'est le cas en haut à droite avec un projet de la ville d'Orvaux qui a mis en place ce qu'ils appellent un métro piéton, avec donc en indiquant la direction et le temps de parcours jusqu'à l'école et avec du marquage au sol. Et puis voilà, également donner envie de marcher. Donc ça peut passer par la végétalisation, le fait de mettre des lieux de repos, de pause, donc des bancs par exemple, et puis de mettre de la végétation, de l'ombre et de l'eau, notamment lorsqu'il fait très chaud en été. Donc la troisième alternative qui figure dans le guide, donc, c'est le fait de reprendre les espaces dévolus à la voiture. Donc nous, à Paris, depuis quelques années, on voit que ça arrive et que les espaces des voitures sont grignotés petit à petit. Donc la première étape, ça consiste déjà à identifier des espaces de chaussée qui ne sont pas forcément utilisés ou en tout cas sous-utilisés. Donc, par exemple, ça peut consister à condamner à utiliser les places Vigipirate qui sont déjà neutralisées. Ça peut être des contre-allées, ça peut être reprendre de la place dans des ronds-points qui sont trop larges. Voilà, il y a plein de petits espaces qu'on peut reprendre comme ça et commencer par les moins utilisés pour que ce soit mieux accepté. Et puis ensuite, dans un second temps, l'important, c'est également de transformer la chaussée, que ce soit de manière temporaire ou pérenne, pour justifier justement de cette diminution de la place de la voiture et adapter notamment la ville, par exemple, aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez la route qui passait sur les quais, qui a été transformée en très grande rue piétonne. En haut à droite, à Metz, dans le cadre d'un plan d'une zone 30, des trottoirs qui ont été agrandis, ou encore en bas à droite, un parvis qui a été aménagé devant l'école, donc agrandi avec de la végétation. Et puis ça peut aussi être dédier plus de place aux mobilités alternatives, donc mettre par exemple une piste cyclable en haut ou une voie bus réservée, donc là à Metz en bas, ou tout simplement utiliser cet espace pour végétaliser. Donc là, je vous ai mis un exemple pour être plus parlante. Donc il s'agit de la rue Bagnolet dans le 20e à Paris, qui est intéressante parce que c'est une très longue rue à la fois entrante et sortante dans Paris, donc à deux voies, dont l'une donc il y a une école située juste à proximité.
dont l'une des deux voies a été transformée en voie bus, donc ce qui a largement déjà diminué le trafic sur une des deux voies. Et puis, juste au droit de l'école, en face de l'école, il y a une circulation alternée qui a été créée avec 2 feux. Et donc, à cet endroit-là, on a, au lieu de 2 sens de circulation, on en a un seul, de manière alternée. Et grâce à l'espace qui a été gagné, on a pu agrandir les trottoirs pour cette rue qui était extrêmement étroite et dangereuse. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien, il y a vraiment beaucoup moins de trafic. Avant-dernière alternative qu'on a identifiée, c'est le fait donc, de déplacer l'entrée de l'école. Donc ça se fait finalement assez peu à Paris, mais on a vu ça plusieurs fois dans des petites ou moyennes villes, donc avec les travaux de mise aux normes que cela nécessite en interne, notamment pour la loge du gardien, qui n'est pas forcément évidente à faire. Et puis, donc l'idée, ça va être de vraiment trouver une rue, soit qui soit déjà apaisée, soit qui soit plus facilement apaisable autour de l'école. Donc là, c'est le cas de l'école de Lavardac, où une friche derrière l'école a été réaménagée en parvis. Et l'entrée est déplacée donc, devant ce parvis. Et enfin, la dernière alternative, il s'agit du plan de circulation. Donc juste un mot là-dessus, Mathias en a déjà parlé. Disons que c'est quelque chose à la fois un préalable, quelque chose de transversal à toutes les solutions dont je vous ai parlé avant. Il est vraiment nécessaire de tout le temps utiliser de modifier le plan de circulation quand on veut modifier quand on veut diminuer la circulation dans une rue en particulier. Et ça peut aussi être un outil en lui-même quand il n'y a aucune autre solution qui fonctionne. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la rue Élisa-Lemonnier, dont je vous ai parlé un petit peu avant, dans la partie sur les rues scolaires ouvertes. Donc c'est une rue qui a été complètement réaménagée, mais en fait, elle fonctionne aussi parce que le plan de circulation du quartier a été modifié. Donc là, vous voyez sur la carte la rue Dugommier. Il s'agissait d'une voie qui permettait d'entrer dans le quartier, qui a été piétonnisée. Donc ça a tari en fait le flux de véhicules qui rentraient, qui traversaient ce quartier. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup moins de voitures qui passent dans la rue Élisa-Lemonnier, et c'est pour ça qu'on a pu la transformer en rue scolaire. Donc, il y a vraiment ce travail-là sur le plan de circulation à faire en parallèle pour que les rues scolaires soient efficaces. Et j'en ai fini avec le guide, et j'en profite pour faire un appel à participation de l'association Respire. On aimerait recenser les rues scolaires en France, là, notamment en vue des échéances de 2026. Donc, on a créé un questionnaire en ligne. Vous avez le lien ici. N'hésitez pas à le remplir si vous avez des rues scolaires en tête, et à le partager si ça peut intéresser du monde autour de vous. Merci beaucoup Isabelle. Et je propose de rentrer dans le détail en fait en allant voir un petit peu plus comment ça s'est passé dans les collectivités avec 2 retours d'expérience. Et on va peut-être commencer par la ville de Paris, qui a été le laboratoire un petit peu des rues aux écoles lors de ce projet. Et je vais donc passer la parole à monsieur Nicolas Vigneault. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Vigneault, je suis en charge à la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Je suis en charge du projet, entre autres du projet rue aux écoles, rue aux enfants. Les 2 termes cohabitent, voilà, et désignent un petit peu la même chose. Rapidement, je vais essayer de passer très vite sur certains points parce que on les a vus juste avant. Les grands principes chez nous de rue aux enfants, ça a été de partir de l'idée que la ville du quart d'heure, donc qui a été poussée pendant la campagne municipale de 2020, la ville du quart d'heure, le pari de la proximité, voilà, c'était de faire une nouvelle centralité dans les quartiers. Et ça nous a paru, chaque quartier avait sa centralité, hein, si je prends le 12e, il y a le marché d'Aligre, le marché de l'Olive dans le 18e, les quais autour de Stalingrad, etc. Enfin voilà, il y a chacun a sa centralité qui peut être commerciale, culturelle ou autre. Mais nous, on s'est dit que l'école pouvait devenir une centralité, puisque en fait, dans la ville du quart d'heure, l'idée c'est d'avoir tout à un quart d'heure de chez soi. Ce qui est assez facile entre guillemets à Paris, sauf pour le travail, mais sinon pour le reste, ça se tient assez facilement. On s'est dit que l'école pouvait devenir une centralité puisque toutes les écoles sont à 12 minutes à pied de chaque logement à Paris.
en moyenne, enfin même pas en moyenne, c'est la moyenne haute. Donc l'école, ça tombait bien, pouvait devenir un nouveau lieu de centralité. En parallèle de ça, la volonté de la ville de Paris, c'est évidemment d'avoir ça a été de pousser l'idée d'une ville à hauteur d'enfant pour revenir un peu sur les images qu'on avait d'antan, un peu d'Épinal, les 400 coups, Douaneau, etc., les enfants qui courent dans les rues, qu'on voit plus maintenant. Alors, c'est pas propre à Paris, hein, c'est national. Mais l'idée, c'était de dire il faut retrouver des espaces pour que les enfants puissent s'approprier l'espace urbain. Donc c'est fort de ces deux constats qu'on s'est dit il faut trouver des espaces devant les écoles, des endroits qui sont pas agréables, qui sont très serrés, etc. Donc vous connaissez tous, je passe rapidement. Donc c'est de là qu'est sorti nous le projet rue aux écoles, rue aux enfants pour sécuriser, rendre accessible, puisqu'on a un gros programme d'accessibilité dans ces rues-là. Permettre les échanges entre les communautés scolaires. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous est remonté très positif suite à la démarche, c'est de se dire que enfin, on pouvait échanger avec les instits autrement que sur un coin de table, un bout de trottoir ou un bout de couloir. On pouvait se retrouver dans ces espaces-là pour pouvoir communiquer, échanger, permettre le jeu et évidemment végétaliser. C'est le grand programme de la mandature. Je vais passer rapidement sur la méthode, rapidement pour vous dire que c'est les mêmes principes qu'on a dit juste avant, hein. C'est déjà l'identification. Donc nous, on a étudié en service interne, d'abord avec toutes les écoles, et puis après, on a élargi à tous les équipements qui accueillent des enfants, donc bibliothèque, crèche, université, médiathèque, centre sportif, centre associatif, etc. On a étudié toutes les rues où on avait des équipements. On a regardé si ces rues pouvaient être fermées suivant les plans de circulation, aménagées ou pas, etc. On a vraiment tout étudié. On a proposé ça aux mairies d'arrondissement qui nous ont fait des priorisations dans tous ces listings, puisque l'idée, c'était pas de fermer une rue pour après envoyer toute la circulation sur la rue voisine, où pas de chance, il y aurait eu une autre école. Donc on a regardé tout ça. On a accalé une liste donc, de rues à apaiser. On a mis apaiser, donc c'est aire piétonne ouverte, aire piétonne fermée, zone de rencontre. C'est nos 3 critères pour pouvoir apaiser une rue. Ensuite, on est venu installer des barrières ou installer des panneaux, modifier les plans de circulation. Si ça marche, on revient ensuite pour faire l'aménagement et après, on confie la rue pour que ça passe en animation aux Parisiens qui en font ce qu'ils veulent. Donc notre objectif qu'on a atteint, c'est 300 rues apaisées. Donc ça y est, on les a, hein, nos 300 rues apaisées à Paris, on les a. Dont 100 rues aménagées, on en a un tout petit peu plus. Et dans les 300 rues apaisées, on en a 200 qui sont complètement fermées à la circulation. Donc voilà, ce que je vous disais, je passe rapidement sur crèche et maternelle et primaire. C'était au début notre objectif et on a étendu à tous les autres équipements qui accueillent des enfants. Donc ça, on l'a vu, aire piétonne fermée, ouverte ou zone de rencontre avec un jeu de plan de circulation. Je passe rapidement. Donc comme on disait, hein, ça fonctionne s'il n'y a pas de parking, etc. etc. Alors attention, hein, une aire piétonne, peuvent rentrer dans l'aire piétonne tous les piétons, tous les riverains qui souhaitent y rentrer. Donc on a un vrai sujet, nous, à Paris, sur la pose des cadenas sur ces barrières, puisque même si on ferme à clé, si je déménage le week-end, je dois pouvoir ouvrir la barrière et déménager le week-end. Donc on a un vrai sujet là-dessus qui est un petit peu complexe. Donc on fait ça avec les mairies d'arrondissement. Dans les rues qui sont simplement fermées, on vient installer du marquage dans certaines d'entre elles pour marquer l'espace et indiquer que c'est bien une zone piétonne. C'est important parce que ça permet d'avoir moins de conflits, notamment avec les scooters, vélos, etc., qui, quand ils rentrent dans les zones, on verra plus tard, c'est des espaces qui ne sont pas forcément toujours très lisibles. Et du coup, de faire ces aménagements, ce type de peinture, aménagement simple, ça permet de rendre lisible et comprendre qu'on est sur un espace partagé piéton, à dominante piéton. Voilà, par exemple, à gauche, clairement, un vélo ou un scooter qui passe un peu rapidement, il va dire oui, c'est gentil, mais moi je passe, quoi. Vous m'avez fait juste un espace beaucoup plus grand pour passer, c'est très sympathique. Quand c'est à droite, là, par exemple, on a vraiment un partage de l'espace qui se passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc nous, on pousse vraiment ce type d'aménagement. Et ensuite, on vient aménager les rues, donc avec une mise à niveau de la chaussée, revêtement clair, végétalisation et mobilier, c'est les grands thèmes de nos aménagements. Mise à niveau de la chaussée, alors on travaille beaucoup sur l'accessibilité pour créer ces nouveaux plateaux piétons.
Petite remarque par rapport à la présentation d'avant, on fait très attention à continuer de garder les espaces lisibles entre piétons et voitures quand les voitures circulent, quand les véhicules circulent. On fait très attention parce que les enfants à Paris, enfin principalement les enfants, mais d'une façon générale, on veut garder les espaces lisibles, c'est-à-dire qu'on ne met pas à niveau pour le plaisir de mettre à niveau. Si les véhicules continuent de circuler, on ne mettra pas à niveau, par exemple. On fait très attention pour que les enfants comprennent que, attention, là c'est la route, attention, là c'est pas la route. Donc on travaille sur les couleurs, on travaille sur les revêtements, etc. Pour pas créer d'endroits qui ne sont pas lisibles et logiques à comprendre. Donc avec voilà, ce revêtement clair qu'on a installé un petit peu partout, qui lutte contre les revêtements de chaleur nocturne notamment. Donc nous, on pousse pour ce revêtement clair dans toutes nos rues aux écoles pour que ce soit un marqueur bien identifié des rues aux écoles. Et sinon, dans les espaces piétons, on pousse pour le même revêtement, mais clair, gris clair, si on ne peut pas mettre parce que, notamment avec les sujets ABF. Je passe sur la végétalisation rapidement. Donc on plante entre les réseaux. Donc rapidement, là, voilà une rue type avec des accès conservatoire-école, avec du stationnement, etc. Donc on a les réseaux, le potentiel de végétalisation, et là la rue qui vient d'être livrée il y a 15 jours, 3 semaines, avec des bandes plantées. On a fermé complètement en entrée avec des barrières. On a créé 2 grands parvis pour les équipements, et voilà. Je passe rapidement sur le nombre de rues qui est plus à jour, parce que c'est une vieille présentation, mais ça représente quand même plus d'un enfant sur 2 à Paris, en primaire ou maternelle, qui est concerné par le programme et qui bénéficie d'une rue apaisée à côté de son école. Toutes les rues, toutes les rues, nous, sont fermées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a 2 rues, pour tout vous dire, dans tout Paris, qui sont fermées aux heures d'entrée-sortie d'école. Nous, on considère que ça ne marche pas. C'est des rues qui, les enfants ne savent pas le matin si l'agent qui doit fermer la rue vient ou vient pas. S'il est malade, c'est pas fermé. Si il est mobilisé sur autre chose, c'est pas fermé, etc. Donc en fait, nous, on refuse ce système-là, on ne le pousse pas du tout, parce que du coup, les enfants qui arrivent dans la rue, ils ne savent pas si si la rue est fermée. En plus, c'est obligé à fermer à 8h20, à 16h30, le midi à fermer aux entrées-sorties, à 18h à la fin de l'étude, etc. Donc en fait, c'est trop de confusion. Donc nous, on est parti du principe que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par ailleurs, on a un vrai sujet de délégation de pouvoir de police de fermer ces rues. Qui ne peut pas être délégué à tout le monde, ça ne peut pas être les parents. Il faut que les gardiennes, enfin, principalement des femmes, donc les gardiennes d'école soient assermentées, etc. C'est trop compliqué, ils ont autre chose à faire. On a considéré que c'était beaucoup trop compliqué. Donc les 2 rues qui font ça à Paris, c'est des agents point école qui ont été assermentés, qui ferment la barrière, mais qui doivent rester à côté. Si la police ou si quelqu'un doit passer, ils doivent le laisser passer. Voilà, c'est juste qu'ils lui disent, en gros, ralentissez dans la rue. Mais on ne peut pas juste fermer, mettre un cadenas, partir et revenir 10 minutes après. Ça, c'est interdit. Demain, du coup, on a notre programme de rue-jardin, 500 rues végétalisées et piétonnisées dans Paris. Donc, on est en train de rechercher à végétaliser plus. On est en train de développer un mini banc d'Aview, le même banc grand, mais plus petit en homothétie. Je vous passe rapidement. Ensuite, on confie les rues aux Parisiens. Donc, on a un système alors, pendant le chantier, on a un système avec le CAUE de visite de chantier avec les enfants. Je passe rapidement. On a assez peu de concertation sur les rues aux écoles, sur l'aménagement des rues aux écoles. Une fois que c'est décidé qu'on aménageait ou autre, on travaille sur les plans de circulation avec les habitants, mais assez peu sur les aménagements parce qu'on végétalise partout où on peut. Donc voilà. Par contre, on a un gros volet sensibilisation pendant le chantier auprès des enfants. On s'est dit que les enfants, alors en plus, ils ont des ateliers de réflexion sur dessine-moi ma rue, etc. Enfin voilà. Donc ils ont des équipes d'architectes avec le CAUE qui viennent réfléchir sur qu'est-ce qu'une rue aux enfants, qu'est-ce qu'on peut y mettre, qu'est-ce qu'on y trouve, pourquoi elle est comme ça, pourquoi on végétalise à tel endroit, pourquoi elle est fermée, qui a le droit de rentrer, etc. Donc on travaille beaucoup sur les enfants qui sont un peu les oubliés de toutes les concertations. Ensuite, on travaille avec eux évidemment sur les plantations, voilà. On confie, après les rues prennent leur autonomie, j'ai envie de dire, avec les kermesses, les brocantes, etc., tous les événements emmenés murs. La ville de Paris installe des ludomove dans quelques espaces, plutôt les rues non aménagées, enfin on a un peu les deux, mais bref, pour créer de l'animation. Dans les quartiers défavorisés, bon évidemment, c'est plébiscité. Très suivi à l'étranger et en France, hein,
on est sollicité un peu partout pour présenter ces rues. En retour d'expérience, très rapidement, c'est un retour positif, hein, vraiment, on a un retour des parents, des utilisateurs, etc., très positif. Ce qui plaît bien, c'est que du coup, c'est un lieu lisible, ça devient un nouvel équipement quasiment. Enfin, c'est ce qui nous est remonté, hein, c'est un nouvel équipement, c'est la rue de quartier. Alors, c'est pour ça qu'on ne s'étend pas sur le sujet de comment on l'appelle, parce que pour les habitants, c'est leur rue. Donc rue Jardin, rue piétonne, rue aux écoles, rue aux enfants. Le terme importe peu. Les parents nous remontent une facilité de discussion entre eux et comme je disais avec les instits, la sécurisation des enfants évidemment, la possibilité d'événements hors les murs. On a eu un gros sujet qui est remonté aussi, qu'on s'y attendait pas spécialement, c'est l'autonomie, avec le fait que les enfants, les parents nous disent les enfants gagnent en autonomie, parce qu'avant je les déposais à l'entrée de l'école, maintenant je les dépose à l'entrée de la rue et ils finissent tout seuls. C'est idiot, hein, c'est quelques mètres, mais c'est quand même, c'est pas si anodin, parce que les enfants se baladent plus seuls à Paris, enfin les petits, hein, en maternelle primaire. Euh, Moi, je suis pas si ancien que ça et je me souviens que j'allais à l'école tout seul. Ça arrive quand même beaucoup moins maintenant. Euh, voilà. Et les enfants nous remontent aussi que c'est des espaces où ils peuvent jouer. Ils nous disent dans les parcs, on n'a pas le droit de jouer au ballon, on n'a pas le droit de faire du vélo, c'est compliqué de faire du roller parce qu'il y a du stabilisé au sol, etc. Ils nous disent ça, c'est des espaces où on peut jouer au ballon, on peut faire du vélo, on peut faire du. Donc voilà, c'est des espaces que les enfants plébiscitent aussi parce que pour le jeu, c'est beaucoup plus simple. Après, les sujets sensibles, rapidement, mais c'est partout pareil, hein, c'est partout dans Paris, et je pense que c'est partout, c'est un peu, voilà, c'est les assises, on nous demande de mettre des bancs, et puis après de les enlever, puis après de les remettre, puis après de les enlever. C'est un peu le vieux sujet, les personnes âgées en demandent, et puis après, ça fait du bruit parce que les gens stagnent dans la rue, etc., etc. La dégradation des espaces végétalisés, alors on y travaille, on replante régulièrement, on replante tout le temps. On se fait beaucoup voler les plantes. Maintenant, là sur la photo, on ne voit pas, mais on a installé une lisse haute sur toutes les rues qui permet d'avoir un peu plus de sécurité dans nos bandes plantées, mais on est quand même pas mal dégradé. Toujours le conflit vélo-piéton, mais ça, c'est à Paris, le vélo a explosé et évidemment, c'est le civisme en général, mais on a quand même un vrai sujet. Le non-respect, pareil, de roues motorisées, ça, c'est un classique. Et là, je pense que c'est partout pareil. Alors, j'ai mis ces petites notes parce que c'est rigolo, ça nous remonte de temps en temps. C'est des habitants qui se plaignent que maintenant, il y a du bruit parce qu'il y a des enfants qui jouent dans la rue entre 16h30 et 17h. Et du coup, alors, en fait, on n'en fait rien de cette critique, mais en tout cas, c'est remonté 2-3 fois dans quelques rues et ça nous a fait plaisir. Et le sujet de fermeture des barrières qui parfois est un petit peu complexe à gérer, mais globalement, sur les 300 rues, enfin les 200 fermées, on a réussi à trouver l'équilibre. Donc voilà, on voit qu'on monte, là maintenant on est à 300, on a un petit peu dépassé notre objectif, mais on a une demande croissante et on sera en fin de mandature, on sera à 120, 125, 130. C'est en train d'être affiné, on a quelques sujets compliqués sur quelques rues. Là, je passe rapidement sur les avant-après, donc rue Saint-Luc, dans le 18e. Voilà, c'est une rue qui est complètement fermée à la circulation, donc un grand plateau unique qui devient un parvis pour l'école. Voilà, point carré avec l'école qui est juste à côté. Hop, la Mauricière qui est une grande, grande rue aux écoles avec une Ludo Move au fond et bientôt une pergola. Bourneville, c'est intéressant, il y avait un petit square en triangle qui faisait un peu rond-point dans ce quartier avec à gauche un lycée. Et voilà, on a créé un lien complètement entre le lycée et le jardin. Et voilà, donc on a rattaché le triangle à un côté. La rue Ferdinand Flocon dans le 18e, une de nos premières rues, voilà, ce que je disais avec la lisse haute qui évite qu'il y ait trop de dégradation de nos espaces plantés. Donc la rue Charles Baudelaire, une de nos premières rues avec, voilà, avant la première phase avec juste les barrières. Et très rapidement, on a fait c'est une rue verger puisque tous les arbres sont des fruitiers. Voilà, je suis passé un peu rapidement. Je crois que c'était la contrainte qu'on m'avait donnée. Merci beaucoup. Alors, je vois des questions qui commencent à apparaître dans le chat. Je vous propose de passer à la deuxième présentation de la ville de Sceaux, qui peut-être répondra à certaines de ces questions en amont. Donc, je vous laisse partager.
Octavie, pardon, votre présentation. Oui. Bonjour, est-ce que déjà tout le monde voit l'écran? C'est parfait. Ok, super. Donc, moi, je vais vous présenter du coup le projet d'écomobilité scolaire qui a été mené sur la ville de Sceaux, intitulé Mobilikids. Donc, en amont, je vais peut-être un peu revenir du coup sur quelques éléments. C'est vrai que la ville de Sceaux, en amont de ce projet d'écomobilité scolaire, ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille sur la mise en place d'aménagements pour favoriser les liaisons douces et déployer les mobilités douces. Ça a commencé en fait dès 1976 avec la piétonisation de la rue Houdan, qui est en fait notre axe principal avec des commerces qu'on a totalement piétonisé, et ça a permis voilà d'apaiser totalement cette rue commerçante. Au fil des années, on a mis en place de nombreux aménagements comme les zones de rencontre, la limitation de certaines rues à 20 km/h ou à 30 km/h. Et la ville de Sceaux aussi est label de ville prudente, où on met en place voilà, toute une communication sur ces aménagements et sur aussi les mobilités douces en général. Donc, il y a à peu près 2 ans, on a lancé du coup ce projet d'écomobilité scolaire intitulé Mobilikids. Donc, l'objectif, c'était d'apaiser les abords des écoles, de réduire le trafic d'automobiles et de sécuriser la venue des enfants à l'école. Ça rentrait dans le cadre de notre troisième plan vélo. Et on a choisi en fait de commencer à Sceaux, vous avez 4 établissements scolaires. On a choisi de commencer par une école pilote, qui était l'école du Petit Chambord. Donc, comme on peut voir sur la photo de droite, en fait, vous avez l'école élémentaire, l'entrée, et vous avez du coup l'allée qui est juste devant l'entrée. En fait, beaucoup de véhicules en fait rentraient s'engouffrer le matin dans cette allée. Ça provoquait en fait des bouchons, et les abords de cette école n'étaient pas du tout apaisés. Donc, on a choisi de mener avec un bureau d'études un diagnostic. Ça a été un travail d'environ 6 mois où il y a eu tout un travail avec les parents d'élèves, la mise en place d'un questionnaire, d'ateliers participatifs, de réunions publiques. Et ça a débouché sur un plan d'action. Donc, une des actions fortes autour de cette école, ça a été la création d'une première rue école. Donc, on est venu couper la circulation le matin de 8h10 à 8h40 à l'aide, en fait, au début, c'était vraiment un aménagement très simple. On est venu poser des barrières Vauban. Donc, c'était la personne qui était en charge du passage piéton, de la circulation des enfants, qui chaque matin, du coup, mettait ces barrières Vauban pour venir couper la circulation. Donc, à la suite du coup de cette expérimentation, quelques mois après, on a mené une enquête auprès des parents d'élèves et des riverains pour avoir leur retour. On a eu des retours globalement très, très positifs sur le fait que ça avait bien apaisé cette allée, que maintenant les enfants pouvaient venir, beaucoup de parents changer leur mode de déplacement, mais plus davantage à pied ou en vélo. Mais par contre, on a eu une problématique autour des riverains. C'est vrai qu'au début, on avait vraiment bloqué la circulation et puis personne ne pouvait rentrer dans cette allée de 8h10 à 8h40, et ça posait vraiment des problèmes à certains riverains qui devaient accéder à leur parking ou à leur résidence. Donc, suite à cette enquête, on a décidé de mettre en place en fait un pass, comme vous pouvez voir sur l'image, une petite carte qu'on donnait aux riverains pour qu'ils puissent quand même passer s'ils avaient leur logement sur cette allée.
Comme ça fonctionnait bien, on a aussi décidé d'étendre ce dispositif le soir, parce que la problématique se posait le matin, mais aussi le soir à la sortie de l'école. Donc, on a aussi bloqué la circulation de 16h20 à 16h40. Et là, cette année, l'idée, c'est de pérenniser du coup ce dispositif, donc d'enlever les barrières Vauban et de mettre un système de bornes pour qu'en fait, voilà, ce soit automatique. On a proposé également pour les parents qui devaient absolument venir en voiture des arrêts minutes à proximité de l'école. Donc, on a réservé voilà, 2 places de stationnement où les parents peuvent venir se garer une dizaine de minutes et conduire leurs enfants jusqu'à pied, à pied jusqu'à l'entrée de l'école. Donc, le trajet, c'est à peu près 4-5 minutes. Et ensuite, on a aussi encouragé le déploiement du PD-Bus. Donc, c'est un projet qui est porté par les parents d'élèves, mais la ville a mis en place en fait du mobilier urbain. On a mis en place à différents endroits autour de l'école des panneaux pour qu'on puisse avoir des lieux de rassemblement et que les parents puissent ensuite amener les enfants jusqu'à l'école. Donc, suite à cette première expérimentation sur l'école du Petit Chambord, on a décidé du coup de déployer le projet sur les 3 autres établissements scolaires restants. Donc, on a mis en place à peu près la même méthode, mais avec certaines nouveautés. Donc, c'était déjà la réalisation d'un diagnostic avec un questionnaire, mais on a réalisé aussi une marche sensible. Donc, l'idée, c'était d'accompagner le matin les parents depuis chez eux jusqu'à l'entrée de l'école pour nous rendre compte aussi des problématiques qu'ils pouvaient avoir sur le cheminement de l'école et aussi aux abords de l'établissement. Et on a mis en place une sensibilisation des élèves sur l'écomobilité, chose qu'on n'avait pas fait du coup pour la première école. Chaque classe a pu du coup bénéficier d'ateliers où on leur expliquait l'importance de venir à l'école avec des mobilités douces. Donc, suite à ce travail et la réalisation d'un diagnostic, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place pour chaque école et du coup qui a été différent en fonction des problématiques qu'on a pu constater sur chaque établissement scolaire. Pour vous donner un exemple, au niveau de l'école du centre, on a choisi du coup de mettre en place une deuxième rue école. Donc pareil, on est venu fermer et le matin et le soir la circulation aux véhicules. Et on a expérimenté du coup sur cette école du centre du marquage au sol aux abords de l'école afin voilà, de montrer à l'automobiliste qu'il est à proximité d'une école, de pouvoir du coup abaisser sa vitesse. Donc voilà, on a expérimenté ce marquage. Après, autre exemple, donc là on se trouve sur l'école des Blagies. Donc l'école des Blagies, en fait, c'est comme on voit sur le plan, vous avez un parking qui est actuellement totalement un parking avec du béton et qui dessert différentes écoles. Donc, vous avez l'école maternelle, l'école élémentaire, vous avez aussi un centre de loisirs et une salle de sport. Et l'idée, voilà, c'est de travailler sur un projet vraiment de réaménagement de cet espace, de venir complètement végétalisé, redonner la place aux piétons, de transformer totalement ce parking. On avait notamment fait une étude qui montrait qu'en plus, toute cette localisation était un îlot de chaleur. Donc l'idée, c'est voilà, de faire un projet pour rafraîchir les lieux. Donc à la fois piétoniser tout cet espace, on garderait quelques places de parking puisque vous avez des habitations à proximité. Mais on réduit drastiquement la plupart des places de stationnement. On végétalise, on apporte du mobilier urbain. Il y a aussi tout un projet en fait de traitement au niveau de l'entrée de l'école. C'est vrai que l'espace c'était assez restreint pour les parents pour attendre du coup les enfants. Là, l'idée c'est d'élargir l'espace, d'avoir un espace de convivialité aux abords des écoles.
Et pour aller plus loin, on réfléchit également sur la question de cheminement piéton. C'est vrai qu'on a beaucoup traité les abords des écoles, mais il y a aussi le cheminement des enfants entre leur domicile et l'école, mais également les déplacements entre l'école et les lieux d'activité scolaire. Donc, on est en train de réfléchir à un projet de parcours fléché et ludique qui permettrait de sensibiliser l'élève à la marche piétonne et aussi d'avoir tout un parcours fléché, ludique entre les différentes écoles et les lieux d'activité. Et aussi de réduire l'utilisation du bus. C'est vrai qu'actuellement, beaucoup des déplacements, par exemple à la piscine, au cinéma ou à la bibliothèque, se font en bus. Et l'idée demain, c'est de réaliser vraiment tous ces déplacements à pied à travers du coup ce projet de parcours fléché et ludique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire que ce projet de parcours fléché était l'objet de la demande de la ville de Sceaux auprès de l'ADEME dans le cadre de son appel à projet Marche du quotidien. Oui, tout Donc à fait. ça montre bien que on a une politique globale qui peut être menée au-delà de la fermeture aux abords de l'école, mais favoriser le déplacement des élèves, surtout dans toute la ville. J'ai repéré quelques questions. Je vous propose de vous les soumettre avant de passer au retour d'expérience d'association. Donc, question pour la ville de Paris. La demande des rues apaisées provient-elle des habitants, des élus, rêvons des commerçants? Et une autre question pour savoir où en est le bilan par rapport aux 300 rues les plus polluées. Fin 2023, il y avait 9% des rues les plus polluées qui avaient été aménagées. Où en est-on aujourd'hui? Alors, première question, l'idée vient des élus. C'était dans le projet de mandature. Ensuite, maintenant, c'est demandé par tous les parents qui plébiscitent le truc et le système et qui nous remontent ça, notamment dans une autre démarche, qui est la démarche Embellir votre quartier, qui veulent que toutes les rues passent, enfin pas toutes, mais beaucoup passent comme ça. Donc voilà. Mais après, sur le sujet commerçant, on a fait une étude à Paris. Les rues commerçantes, les commerçants gagnent plus d'argent à Paris quand la rue est piétonne que quand elle n'est pas piétonne. On a fait faire une étude indépendante, notamment sur pas les chiffres d'affaires, mais sur les consommations dans les commerces. Et voilà, c'est prouvé. Une rue piétonne, il y a plus de gens qui achètent que dans une rue non piétonne. Cela dit, dans les rues qu'on ferme, on rencontre on rencontre les commerçants, on discute avec eux. Si un commerçant, puisque encore une fois, une rue piétonne, c'est très encadré par la réglementation, c'est le code de la route. Une rue piétonne, si j'ai quelque chose à y faire et si j'ai quelque chose à y livrer, j'ai le droit d'y rentrer. Donc j'ai le droit d'ouvrir les barrières, j'ai le droit de rentrer et j'ai le droit de livrer et j'ai le droit de repartir. On n'a pas le droit d'interdire aux gens d'aller dans une rue piétonne. Donc à partir du moment où on fait, nous, des rues piétonnes où il y a des rues commerçantes, si on met des barrières et qu'on sait que c'est une société à port-export avec des gros camions qui circulent toute la journée ou un centre logistique, ça ne sert à rien de faire la rue piétonne parce qu'ils ne fermeront pas la barrière et du coup, ça ne sera pas crédible. Donc nous, notre but du jeu, c'est de rendre des mesures crédibles. Donc dans ces cas, on ne fait pas une rue piétonne dans cette rue-là. Donc on rencontre les commerçants, on discute avec eux et honnêtement, les commerçants, on a un peu tous les types de commerces, ça se passe très bien. On discute avec eux, on a quelques sujets avant la mise en place de la rue, mais après la mise en place, ils y trouvent aussi un intérêt. Le commerçant, il a une terrasse plus grande, etc., etc. Donc voilà. Sur les rues polluées, on n'a pas le même constat que l'association Respire parce que les chiffres de l'association Respire sont un petit peu anciens. Donc les rues polluées, on n'a pas calculé, nous, directement, les rues polluées avec les nouveaux constats, enfin avec les nouvelles mesures des rues polluées.
puisqu'on ferme on apaise toutes les rues où on a une opportunité d'apaiser. Donc clairement, on regarde ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans les rues apaisées, il y a un niveau de pollution qui baisse, même si la pollution ne s'arrête pas aux portes des rues, à l'entrée des rues. Et voilà, donc c'est quand même évidemment que la pollution peut être moins forte, moins haute devant l'école, mais si c'est pour qu'elle soit plus haute dans la rue d'à côté, ça n'a pas de sens. Globalement, à Paris, la pollution, enfin, vous avez vu les cartes, etc. Je ne les ai pas là sous les yeux, enfin, je ne pouvais pas vous les montrer, mais elle a énormément baissé à Paris, mais ce n'est pas dû spécialement aux rues aux écoles, c'est dû au plan cyclable, c'est dû au tramway, c'est dû à la baisse du périph', c'est dû, etc., etc. Donc là, globalement, la pollution baisse énormément à Paris. Les rues aux écoles y contribuent, mais ce n'est pas le seul vecteur. Et voilà. Et par contre, dans les rues, effectivement, devant l'école, bah, évidemment, la pollution baisse, même si, comme je disais, ça ne s'arrête pas. C'est global dans les quartiers. Et peut-être deux petites questions plus globales, donc plutôt pour Respire et les intervenants s'ils souhaitent y répondre. Comment faire dans le cas où les parkings, il y a des parkings avec des immeubles, dans les immeubles, dans ces rues, et quid de la gestion de la disparition des parkings avec les habitants? Pardon. Vous avez un écho? On t'entend. Attends, pardon, je crois que j'ai un... Je suis désolée, là j'ai un problème de micro. Est-ce qu'en attendant, si Tony ou Nicolas peut répondre, j'essaie de réparer le problème technique. Je te laisse la parole, Tony. Oui, alors, sur la question des parkings, notamment. C'est ça. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est aussi un sujet où Nicolas, tu veux répondre, mais en gros, je sais que soit on était sur une aire piétonne où les riverains pouvaient accéder, et donc du coup, il n'y avait pas de problème pour les parkings, ou en tout cas, on privilégiait des rues où on avait très peu de portes cochères. Soit c'était pas possible parce qu'il y avait trop de parking, et donc dans ce cas, c'était d'autres dispositifs, notamment de type zone de rencontre, enfin, en gros, pour qu'ils puissent toujours passer, soit pour les riverains qui nécessitent de se garer, soit pour du passage de transit s'il y avait besoin qu'il y en ait. Et puis, il y avait des configurations de rue où tout simplement, bah, c'est possible de piétoniser complètement, et c'était fait. Voilà. Mais je sais que sur certaines rues où il y avait toujours des craintes sur les parkings, finalement, à la fin, les riverains étaient même plutôt contents d'avoir cet apaisement tant qu'eux pouvaient se garer. Et c'était principalement ça le sujet. Ouais, on a un peu. Enfin, il y a deux choses, hein. Il y a le parking d'un immeuble avec quelques places. Donc voilà, comme tu disais, Tony, la petite porte cochère avec l'enfant de cour, 5-6 places, on va dire, etc. On rencontre les gens, on leur dit, voilà, enfin, les habitants, on leur dit, si on ferme la rue avec une barrière, bah, vous pourrez. De toute façon, on n'a pas le droit de leur interdire de rentrer chez eux. On n'a pas le droit de leur fermer le parking en disant, vous n'avez plus de parking, maintenant vous n'avez plus le droit de vous garer. Donc, quand c'est des petites choses comme ça, on dit aux habitants, bah, jouez le jeu. C'est pour votre bien aussi, parce que bah, du coup, vous avez moins de voitures dans votre rue. Donc, OK, vous rentrez chez vous, mais vous refermez la barrière derrière vous une fois que vous êtes rentré. On l'a dans quelques rues, honnêtement, ça se passe bien. Voilà, quelques rues comme ça où ça a été compliqué. On a dû négocier, on a dû discuter avec les habitants enfin voilà, ça a été compliqué au début, ils ne voulaient pas, voilà, mais maintenant ça se passe très bien. Ils ferment la barrière derrière eux, ils rentrent leur voiture, etc. Ça se marche. Après, il y a les parkings plus gros. Dans ces cas, c'est ce que je disais, c'est pareil que les livraisons, ça marche pas. On sait très bien que, bah, en fait, il y a il y a des personnes qui ont loué, qui habitent pas forcément dans la rue, ils n'ont rien à faire qu'elles soient fermées. Du coup, ça marche pas. Donc, dans ces cas, bah, on fait des cul-de-sac, entre guillemets. On ferme juste après l'entrée de parking. Voilà, on s'arrange pour que ça soit accessible, ou on ne ferme pas parce qu'on sait que c'est pas crédible. Ça marchera pas. Et ensuite, il y a les parkings type bureau.
Et alors là, c'est clair, ça ne marche jamais parce que les personnes qui elles vivent pas là, donc elles viennent au bureau le matin. D'ailleurs, elles arrivent en même temps que les entrées d'école. Elles en ont rien à faire. Donc voilà, on peut juste faire une zone de rencontre. On ne peut pas faire une aire piétonne fermée. On ne peut pas leur dire, vous attendez que l'école, que tout le monde soit rentré pour pouvoir accéder à votre parking. On n'a pas le droit. C'est interdit par le code de la route. Donc ça ne marche pas. Et ensuite, on a le stationnement en surface. Et ça, c'est autre chose. Donc, c'est tout le stationnement. La ville de Paris a pris le parti de supprimer la moitié comme objectif de supprimer la moitié des places de surface, de places de stationnement en surface, et en parallèle de créer 1000 places de stationnement PMR en plus et 1000 places de livraison, de zone de livraison en plus. Donc voilà, on pense. On supprime les places de surface. Le tarif de stationnement en surface a beaucoup augmenté, et augmentera sans doute encore. L'objectif, c'est clairement de se dire que le stationnement en surface, c'est de la privatisation de l'espace public pour garer des véhicules, alors qu'il y a de la place en sous-sol. À Paris, le total des places libres dans les parkings en sous-sol est supérieur aux places aujourd'hui en surface. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que quelqu'un monopolise 10 mètres carrés d'espace public versus 10 mètres carrés qui pourraient être donnés ou à la végétalisation ou aux piétons. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, sur 100 personnes qui se déplacent, il y en a 55 à pied, il y en a 4 en voiture. Donc, le parti de la ville de Paris, c'est de dire, alors après, c'est propre à Paris, hein, c'est vrai qu'on a un maillage réseau public et voilà, qui fait que on a moins de besoin de se déplacer en voiture, mais clairement, la politique parisienne, c'est de dire on supprime le stationnement en surface pour le récupérer pour le piéton et la végétalisation. Merci beaucoup. Donc là, on a eu je fais un petit récapitulatif avant de passer à la partie suivante. Un aspect technique avec le guide qui nous a été présenté, 2 retours d'expérience qui montrent comment ça a été mis en place avec la vision des collectivités. Je vous propose maintenant d'avoir le regard avec une autre perspective, celle d'association. Et donc, je vais passer la parole à l'association Colombe Respire Oui, pour 7 minutes. et bonjour, donc. Je vais mettre Alors voilà, donc Isabelle, tu vas passer les slides, c'est ça? Ouais, D'accord. j'arrive. Bah alors en attendant peut-être, donc effectivement Clémentine Leyer donc de Colombe Respire, donc comme son nom l'indique, nous on est une association à Colombes, donc dans les Hauts-de-Seine, donc une grande ville du nord des Hauts-de-Seine, et Respire parce que quand on s'est créé, alors on est assez récent, on s'est créé, l'association a été créée en 2019, on était sur des questions de pollution de l'air, de sensibilisation à la pollution de l'air entre autres, et donc on a très vite connu Respire, l'association à Paris, donc il n'y avait pas de lien avant, mais très vite on a vu ce qu'ils faisaient, et on a très vite également entendu parler des rues aux écoles, donc toujours via Respire, et un petit peu aussi tous les exemples à Paris, dont on entendait parler, et ça nous a paru quelque chose d'assez intéressant, donc c'est comme ça que nous, en tant qu'association, on est arrivé sur cette idée de porter cette idée, ces projets dans la ville de Colombes, avec cette idée de faire ce que nous on savait faire, c'est-à-dire sensibiliser les habitants et parler aux élus. C'est un peu notre stratégie pour pas mal d'autres choses, et donc sur les rues aux écoles, c'était un peu cette idée-là aussi. Donc la petite présentation arrive. Et donc nous, ça fait 3 ans qu'on est sur ce sujet des rues aux écoles. Et donc donc au sein de cette association à Colombe Respire, ce qui s'est passé, c'est qu'on était aussi beaucoup de parents d'élèves ou d'anciens parents d'élèves d'enfants à l'école, donc avec cette idée aussi d'agir auprès des écoles. Donc c'est vrai que ce nom rue aux écoles, rue scolaire, nous a tout de suite paru l'angle d'attaque idéal pour parler de pollution de l'air, pour passer à une étape très concrète, parce qu'on avait commencé par exemple à faire des relevés avec des capteurs, notamment avec Respire, et on s'est dit que les rues aux écoles, c'était un moyen très concret de parler de tout ça, un outil très intéressant. Et quand on a commencé un peu à en parler à Colombes, c'était en 2023, donc ça a été la première année où on s'est lancé.
Et autant dire qu'il y avait que nous, c'est-à-dire qu'il y avait que Colombe Respire, quelques parents d'élèves. Voilà, le contexte à l'époque, c'était aussi, alors je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais une mairie qui était écologiste, donc assez ouverte aussi à ces projets, à ce concept de heureuse école, mais il n'y avait vraiment aucune, voilà, c'était pas connu, personne n'en parlait. Donc quand on s'est lancé en 2023, on y est allé voilà, un petit peu au dernier moment, en se disant qu'il fallait qu'on y aille dès cette année-là. On a, voilà, alors par rapport aux actions qu'on a pu mettre en place, communication bien sûr, une pétition, la première fois en fait, on l'a un peu abordé sous l'angle de la sécurité. C'est quelque chose on a vu qui prenait qui prenait mieux, notamment auprès des parents d'élèves qu'on côtoyait. Donc très vite, on est allé sur une pétition autour de la sécurité aux abords d'une école, notamment la première pour laquelle on s'est mobilisé. Donc on a rallié des parents d'élèves de cette école qui étaient aussi un peu dans l'association. C'est aussi comme ça que ça s'est fait. Et donc voilà, et donc cette première mobilisation en 2023, donc voilà, vous voyez un petit peu la communication qu'on a pu faire. Et donc voilà, ça a été un peu un coup d'essai pour nous, mais grosso modo, alors à part le très bon accueil sur le terrain et l'idée que ça valait le coup de continuer à en parler, on n'a rien eu du côté de la municipalité, pas vraiment, voilà, ça n'a pas fait bouger les lignes du tout à ce moment-là. Donc on a continué quand même à se dire que ça valait le coup d'en parler parce que vraiment et puis c'était pour nous une bonne façon de parler aussi de la pollution de l'air. C'était toujours une action supplémentaire à ce moment-là. Et donc après, Isabelle, si tu peux passer, parce qu'après on est passé, voilà, donc on a continué, puis finalement en continuant, en décidant de continuer dans cette mobilisation à parler de ce sujet, on a fini par un peu avoir l'oreille des élus et qui se sont un peu plus intéressés au projet. Et là, donc c'était l'année scolaire 2023-2024, où voyant que ça prenait un peu côté mairie, puisque bien sûr, sans la mairie, on ne peut pas faire de rue aux écoles. Là, on a décidé d'y aller un petit peu plus fort et on est passé à un autre type d'action, notamment en prévision de la mobilisation en mai 2024. En faisant un sondage, donc comme on avait un pied un peu dans des associations de parents d'élèves, donc la FCPE pour la nommer, et on a élaboré un sondage, notre propre sondage, donc pas celui de la mairie, qu'on a pu envoyer à pas mal de parents d'élèves, et ça nous a permis de nous appuyer là-dessus aussi pour parler aux élus. Donc on a fait également une réunion d'information ouverte à tous les parents. Alors, il n'y a pas eu, on a eu une dizaine de parents seulement, mais en même temps, j'ai envie de dire, on a quand même eu une dizaine de parents. Et tout ça nous a permis de commencer à discuter plus sérieusement avec les élus qui ont mis du temps, mais qui ont commencé un peu à réfléchir à ça, qui s'intéressaient un peu plus au sujet. Et ça nous a permis, du coup, d'arriver au mois de mai 2024 avec cette idée, donc la mairie étant dans l'idée de peut-être ouvrir des rues aux écoles pour la rentrée 2024, d'aller faire une mobilisation au niveau de cette école-là. Donc on y allait, nous le collectif, sans les parents d'élèves de cette école, qui n'étaient pas du tout là-dedans non plus, ni au niveau des équipes enseignantes, ni au niveau des riverains. Mais on s'est dit, on va commencer nous en fait à parler de ça auprès des riverains et des parents d'élèves de cette école. Et ça, alors de nouveau, la mobilisation a reçu un très bon accueil. Donc ça, c'est à chaque fois une constante. Quand on en parle sur le terrain, vraiment les gens sont assez, aiment bien l'idée, nous posent des questions, nous suivent et voilà, on sent en tout cas que le concept intéresse beaucoup. Et cette année-là, donc en 2024, les élus sont venus ce jour-là donc voir ce qui se passait. Et cette mobilisation, on va dire, a permis d'arriver donc à la mise en place de 2 rues aux écoles à la rentrée donc 2024. Donc en septembre dernier. Ça, c'était un peu l'objectif de vraiment de pousser la mairie à tester. Donc là, c'était l'idée d'expérimenter. Donc cette année, en 2024-2025, cette année scolaire en cours, la mairie a donc mis en place 2 rues aux écoles. Sous forme expérimentale,
selon nos préconisations. Donc, ça a été intéressant parce que nous, on s'est beaucoup basé à ce moment-là dans nos discussions avec la mairie sur... Ah, le micro n'est pas activé? Vous m'entendez bien ou... Il y a pas de... On t'entend. D'accord, ok, pardon, j'ai cru qu'il y avait un petit souci technique. Et donc tout ça pour dire que quand on a eu des réunions avec la mairie, nous, on s'est beaucoup appuyé sur aussi voilà, des choses qu'on avait vues chez Respire, dont on avait entendu parler. Alors il n'y avait pas encore le guide, ce fameux guide dont on parle aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses, de retours d'expérience, donc ça nous a beaucoup servi pour faire des préconisations. Et on était content parce qu'elles ont été plutôt suivies dans la mise en place de l'expérimentation en septembre. Ça, c'était plutôt intéressant, donc je pourrais y revenir. Et donc voilà, et donc on en est là aujourd'hui. Donc Isabelle, si tu peux peut-être passer à la slide suivante, puisqu'aujourd'hui, donc on a voilà deux rues aux écoles. Donc là, on les voit en photo. Alors elles sont voilà minimales, mais bon, on va dire que on a quand même eu un arrêté, un petit budget, de la communication et surtout des agents municipaux à qui on a dit voilà, il faut être là chaque matin sur 2 écoles. Et ça a été compliqué au début. Il y a eu la police, beaucoup qui est restée pour vraiment marquer le coup. Voilà, donc en fait, il y a eu, disons qu'ils ont mis, ils se sont donné les moyens de lancer cette expérimentation. Donc nous, fort de ce petit succès, on a continué cette année, donc cette année scolaire-là, à mettre la pression sur les élus, qui, une fois que ça a été mis en place, ont un petit peu laissé voilà, vivre le dispositif tout seul, et ça, c'est pas évident. Et surtout, dans l'idée de continuer à se mobiliser. Là, donc c'était il y a la semaine dernière, donc en mai, voilà, la journée de mai 2025, là, du 23 mai, en continuant un petit peu à voilà, préparer le terrain pour la mairie. Qui reste assez frileuse. Donc on en est là cette année. Donc on s'est mobilisé de nouveau en mai avec des parents qui commencent à venir nous voir. Donc on avait 2 parents d'élèves qui sont venus nous voir cette année, avec qui on parle depuis quelques mois. On a décidé de les soutenir dans leur mobilisation à eux. Donc à Colombes, le sujet commence un peu à s'étendre. Et cette année, donc là, c'est la dernière slide d'Isabelle sur les 2 écoles qui étaient concernées, voilà, qui ont décidé de se mobiliser. Et donc, on a étendu un peu aussi le nombre de personnes qui se sont mobilisées. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que c'est d'autres personnes qui se saisissent du sujet. Après, on est allé sur sur des écoles pas faciles pour des raisons différentes, mais 2 écoles voilà, pour qui la mise en place de rues scolaires fermées, notamment, sous la forme fermée, avec barrière, est assez compliquée. Et là, c'est vrai que le fameux guide dont on parle aujourd'hui nous a pas mal aidé dans les discussions avec les élus et dans les discussions aussi avec les parents sur le terrain, notamment vendredi dernier, puisque à la question c'est impossible, ce sera jamais voilà, possible de fermer cette rue. On a une rue notamment là pour l'école Henri Martin avec avec plusieurs bus qui passent. C'est un axe routier, enfin un axe traversant de la ville. Et ce guide-là, c'est vrai qu'il nous permet d'envisager les choses différemment. Alors, nous, en tant qu'association, mais surtout, ça nous permet de donner aux élus cet outil-là, de leur transférer cet outil, de l'avoir le jour J pour dire que les rues scolaires, ça peut être autre chose que des rues fermées. Et ça permet le dialogue sur comment on fait dans le quartier. Et nous, notre position, donc voilà, pour terminer au sein de l'association, c'est de permettre à ce concept d'être pris en main par les élus, par les habitants, par les riverains, par les parents d'élèves. Et nous, on arrive pour les aider parce qu'on voit aussi que, notamment, les associations de parents d'élèves sont assez peu mobilisées parce qu'elles ont peu de temps. Elles sont sur d'autres sujets et en tout cas, nous, à Colombes, le constat, c'est qu'elles ne prennent pas du tout ça elles ne le prennent pas à bras le corps en fait. Par contre, quand on arrive et qu'on leur dit qu'on peut les aider, ça les intéresse. Voilà à peu près ce que j'ai peut-être oublié des choses, mais voilà, si vous avez des questions, mais voilà à peu près ce qu'on peut dire pour Colombes. Merci beaucoup. Je propose de passer la main à MDB de Boulogne. Bonjour.
En attendant la slide, je vais me présenter. Donc, je suis Frédéric, le référent de l'association Mieux se déplacer à bicyclette pour la ville de Boulogne-Billancourt. Donc, Boulogne-Billancourt, c'est une ville qui est assez dense, avec beaucoup de trafic motorisé, y compris devant les écoles, malheureusement, le matin. MDB, c'est une donc association de vélo, c'est la plus grande association de vélo d'Île-de-France avec des antennes dans énormément de villes. Mais on ne fait pas que du vélo, on s'intéresse aussi à d'autres aspects comme les rues scolaires et on fait partie de collectifs avec des associations de piétons comme La Rue est à nous. À titre personnel, moi, bénévolement, j'aide les enfants à traverser devant l'école de ma fille 2 fois par semaine, un peu en mode ASVP bénévole. On avait vu des exemples de rues scolaires, alors bien sûr les exemples à Paris, mais pas que. Dans le 92 aussi, il y a des villes comme Puteaux, Sèvres, qui ont mis en place des exemples de rues qui étaient fermées un quart d'heure ou une demi-heure le matin et l'après-midi. Et on avait bien sûr demandé à la mairie de Boulogne la même chose. Euh, on a eu une réponse négative et le maire de Boulogne disait même que c'était normal d'avoir des voitures devant les écoles. Donc c'est vrai qu'on partait un peu de loin, mais les parents d'élèves étaient intéressés. Et à force de voir ce qui se faisait à côté, il y a une espèce de phénomène de contagion, notamment avec les photos avant-après. Je veux dire, c'est assez impressionnant de voir le avant-après à Paris et ça donne envie. Et donc, on avait pas mal de gens qui étaient motivés et on a constitué un groupe que vous voyez sur la photo de gauche. Il y a des associations de parents d'élèves comme la FCPE qui s'est impliquée notamment, mais pas que. Il y a aussi des associations de parents d'élèves locaux sans forcément d'étiquette qui se sont impliquées, des associations donc cyclistes, piétons, et puis l'association Respire qui a aidé à être moteur et à coordonner tout ça et à donner des indications sur la méthode, et ça nous a bien aidé. On a fait en plusieurs phases. Donc, il y a eu d'abord une phase d'analyse de toutes les écoles de la ville pour trouver lesquelles étaient les plus propices à ce genre d'action ou à la piétonisation. Effectivement, on a exclu les rues d'écoles où il y avait des bus. Et c'était un problème parce qu'on a le bus local de la ville de Boulogne qui passe par à peu près toutes les écoles. Donc, ça en a éliminé pas mal. Ensuite, on a fait des analyses photos, vidéos le matin de comment ça se passe avec le trafic vis-à-vis des enfants, est-ce qu'il y a beaucoup de déposes minutes, etc. À ce titre, il faut faire attention parce que quand vous commencez à prendre des photos devant une école, bah, vous avez les parents d'élèves qui disent mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites ça? Et j'avais eu un papa qui s'était un peu énervé parce qu'il était mal garé devant l'école. Donc je pense qu'il se sentait un peu, il pensait que ça visait sa voiture. Pour l'anecdote, bah, c'est devenu un des papas les plus moteurs pour monter localement la manifestation et la piétonisation. Donc c'était comme quoi. Et donc on a monté donc vous voyez la photo à droite. On a monté une piétonisation. Alors ça a été compliqué pour avoir l'accord de la mairie. Ils voulaient pas fermer la rue. Il a fallu qu'on le déclare en préfecture quand même, même sans leur accord. Puis il y a eu une négociation entre la déclaration en préfecture et le jour J. En fait, ils voulaient nous envoyer vers un autre endroit, une place un peu plus loin pour manifester. On leur a dit, bah non, 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 l'objet de la manifestation, c'est vraiment de piétoniser la rue aux écoles et de montrer la rue de l'école et montrer que c'est possible. Et on a réussi à négocier en réduisant le temps. Donc, ils nous ont accordé 15 minutes. Bon. Mais malgré tout, on a réussi à préparer la rue, à organiser la manifestation. Les barrières ont fonctionné. Il faut savoir que c'était une rue dans laquelle il y a un marché. Et donc, il y a déjà des barrières en place pour fermer le dimanche. Donc,
c'était vraiment pas compliqué de piétoniser cette rue en dehors du dimanche et un jour de semaine. Le retour d'expérience qu'on peut vous faire, bah, vous voyez, on a mis de la musique, on a ramené du café pour les parents. Et le côté convivial est très, très important. On a fait un time-lapse vidéo avec une caméra qui filmait toute la préparation et la mise en place. Et ça donne un bel effet. Et puis, bah, aujourd'hui, il n'y a toujours pas malheureusement de rue aux enfants ou de rue scolaire définitive à Boulogne, mais les parents d'élèves continuent d'essayer de se manifester et de demander. Euh, voilà, on est face à un refus de la mairie pour le moment, mais je pense qu'il faut faire comme à Colombes et essayer de multiplier les actions comme ça, et à la fin, ça va faire son trajet. Et quand la mairie comprendra que tout le monde est demandeur, ils sauteront peut-être le pas. Voilà. Je vais laisser le mot de conclusion à Chantal Derken, donc du service qualité de l'air de l'ADEME, qui pourra nous donner un peu de prise de vue et de hauteur sur le sujet des rues aux écoles. Merci Mathias. Merci à tous pour ces témoignages in vivo, en chemin, sur un sujet qui finalement touche à notre usage de la voiture, parce que on est en train de laisser moins de place à la voiture. Et il y a des territoires où il y a un certain avancement du sujet. La ville de Paris compte beaucoup de ménages qui ont déjà qui n'ont plus de voiture. Il y a un taux de motorisation relativement faible. Et puis, il y a des zones, même dans les couronnes périurbaines, où la voiture est encore omniprésente dans les déplacements. Donc, il y a beaucoup plus de rugosité, de résistance au changement. C'est un chemin. Et je voulais, pour conclure, vous parler d'études. Je vais vous mettre dans la conversation une référence vers des études anglo-saxonnes d'évaluation, parce que les rues scolaires, elles existent depuis une dizaine d'années outre-Manche. Elles ont des expériences en Écosse, en Angleterre. Et elles ont montré, et il y a des exercices d'évaluation qui ont été menés et qui montrent vraiment un effet autour de la modification du trafic routier. Alors, les rues scolaires, à l'origine, notamment en Écosse, elles ont été imaginées pour des raisons de sécurité. Et donc voilà, après, il y a eu des aménités, notamment environnementales, mais l'idée, c'était quand même qu'il y ait moins d'embouteillages et plein de voitures aux abords des écoles. Et il y avait un sujet autour de, finalement, les voitures qui vont plus pouvoir stationner dans les écoles, est-ce qu'elles vont se déplacer dans les quartiers environnants, etc. Donc, ils ont fait des calculs, des comptages de voitures, et ils constatent une vraie évaporation de trafic. C'est-à-dire que c'est vrai que les quartiers riverains ont connu une augmentation du trafic de voitures, mais il y avait quand même, au final, moins de voitures qui circulaient après la mise en place de ces rues scolaires. Donc, une évaporation de trafic, ça, c'est un résultat qui illustre une règle générale dans les mobilités et dans le rapport au territoire. C'est que plus vous laissez de place à un mode de déplacement, plus il y aura de ce mode de déplacement. Autrement dit, plus il y a de place pour la voiture, plus il y aura de voitures, moins il y en aura, moins il y a de voitures. Alors, il y a toujours pendant la transition, les gens râlent, mais ils finissent par s'organiser autrement et se déplacer autrement. Donc, évaporation de trafic, réduction des vitesses de circulation autour des voitures et globalement l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles. Donc, c'est vraiment un dispositif qui avait été construit dans l'idée d'améliorer la sécurité et qui a prouvé son efficacité et donc qui s'est répandu dans plus de villes en Angleterre, qui a traversé la Manche, qui est venu aussi dans d'autres pays européens, en Belgique aussi, où on peut avoir des évaluations, et vous le verrez dans le document que je vais vous mettre dans la conversation. Et puis, il y a eu des mesures de la qualité de l'air.
Donc, où moins de circulation automobile, moins d'échappement, notamment d'oxyde d'azote. Donc, on a vu une amélioration sur les oxydes d'azote. Vous verrez, il y a des chiffres. On peut dire, voilà, ça dépend comment c'est mesuré, etc. Donc, je ne vais pas donner de chiffres là, maintenant, tout de suite. Vous en aurez dans le document qui est dans la conversation. C'est des arguments supplémentaires, on peut dire, pour essayer de porter cette action auprès des élus, notamment pour les parents qui essaient de faire advenir ces rues scolaires. Et enfin, il y a un rapport général aux mobilités actives qui est modifié chez les parents, chez les enfants. Les enfants, c'est un moment crucial pour apprendre à se déplacer autrement que passager dans une voiture. La socialisation primaire, elle est très importante. Et donc, faire l'expérience d'aller à pied ou en vélo à l'école, au lieu d'être passager dans une voiture, c'est l'idéal. Les parents aussi. Et donc, il y a des taux d'utilisation du vélo, des taux de la marche qui augmentent dans ces écoles, là où il y a eu ces évaluations. Une image très positive, et vous en avez beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister dessus, aussi sur toutes les interactions que permettent les mobilités douces, actives, le fait qu'il y ait des espaces pour se croiser, se rencontrer. Mais vous avez tous témoigné, chacun à votre façon, et chacun dans vos lieux, de cette dimension de convivialité. Et donc, c'est aussi stipulé dans ces études évaluatives. Donc voilà, ce sont des beaux projets, ce sont des façons d'entrer sur la question de ce qu'on cherche, c'est de sortir les véhicules routiers, les automobiles un peu de la ville, de la rendre plus agréable. Donc c'est un des outils. C'est pas le seul outil qui contribue à améliorer la qualité de l'air, mais c'est un des outils qui y contribue. Et c'est une façon d'entrer sur le sujet avec voilà, l'école, l'enfance. Théoriquement, les élus devraient être sensibles à la protection de la sécurité, de la santé des enfants de leur collectivité. Donc, ça peut être une excellente locomotive pour avancer sur ce sujet. Et bravo à toute cette énergie que vous déployez sur le territoire. C'est super de voir ces expériences. Merci beaucoup Chantal, et on espère que ce guide permettra de réaliser bien plus de rues aux écoles ailleurs qu'en Île-de-France. Je pense qu'il y a des non-franciliens dans ce webinaire, donc il est à votre disposition, et les éléments cités, les présentations vous seront envoyées par mail dans les prochains jours. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre écoute, et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.